Donc, la prochaine présentation par Jules Descamps porte sur analyse des données cliniques de recherche et recherche médicale avec des outils OSBER et Deep Article Mining en chirurgie de la main. Merci beaucoup. Donc, on a élargi à la chirurgie orthopédique. Merci, cher confrère, de me laisser présenter ce travail. Donc, j'ai un lien d'intérêt parce que comme Quentin, on a dû monter une structure avec un ingénieur polytechnicien pour développer le projet. Donc, finalement, on a tous rencontré, en tant que médecin, en tant que chirurgien, des défis dans la recherche clinique. La révolution de l'informatique a amélioré les choses parce que les dossiers étaient stockés, les dossiers étaient archivés. Mais qu'en est-il de la sélection des patients pour faire de la recherche clinique, rétrospective ou prospective? On utilise le codage, on utilise les mots-clés. Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que c'est vraiment assez suffisamment précis? Et l'extraction de ces données. On est tous passés par là, on fait une extraction manuelle, on a des internes, on a des chefs de clinique qui vont passer du temps à lire tout ça. Et on va pouvoir extraire des données, mais avec une faible granularité. C'est-à-dire les données manquantes, si dans des comptes rendus, on a une donnée qui est peu disponible, on ne va pas l'analyser parce que l'effort est trop important. Donc, avec la révolution de l'intelligence artificielle et des modèles de langage, on va pouvoir analyser plus facilement des données et on va pouvoir les structurer. Donc, passer d'un texte brut à un tableau structuré. Donc, le traitement du langage naturel, c'est une capacité de compréhension, mais c'est une attention, c'est un modèle statistique complexe qui permet d'analyser également le contexte, qui prend en compte les négations, qui prend en compte les subtilités de la médecine. Ça nous permet de créer des modèles personnalisés, spécifiques à des tâches, et l'extraction et l'analyse devient beaucoup plus rapide pour ces données. Donc, voici un exemple de compte-rendu de consultation. Toutes les données, bien sûr, sont des fausses données, mais des données... Donc, on a des données nominatives, des noms des patients, des numéros de sécurité sociale, des comptes rendus opératoires avec des tailles d'implants, des scores cliniques. Et tout ça, pour extraire ces données, il faut le faire manuellement parce qu'à la base, ça n'a pas été structuré. C'est des comptes rendus libres où le chirurgien a pu écrire ce qu'il voulait. Donc, on va créer une base de données. On va déposer cette base de données sur l'application qu'on a créée. Et il va y avoir tout un système, ça a été accéléré bien évidemment, tout un système d'utilisation de serveurs, de cartes graphiques pour, dans un premier temps, pseudonymiser les données. Donc enlever toutes les informations nominatives pour que la sécurité soit optimale. Donc voilà, il n'y a plus de numéro de sécurité sociale, il n'y a plus de nom de médecin, plus de date de naissance. Et après, on va créer des modèles personnalisés en fonction de la tâche qu'on veut faire. Donc là, on montre l'extraction pour avoir une table de pseudonymisation. Donc, ça se comporte avec une clé de sécurité. Et là, on retrouve le nom du patient et les informations nominatives. Donc, pour entraîner un modèle, on a voulu faire quelque chose de très simple. Donc, pour le coup, c'est un score fonctionnel du genou. On va entraîner la machine à savoir où il est le couce dans le texte. Donc, c'est 60 sur 100. Peu importe comment il est écrit, s'il est écrit 60% ou etc. Peu importe s'il y a d'autres pourcentages. En fait, en fonction de l'agencement des mots et du contexte, le modèle de langage va comprendre où il est. Donc ça, on va entraîner sur plusieurs textes. On va l'entraîner. On va lui annoter. Donc, c'est de la notation manuelle. Mais cette annotation qu'on va faire une fois, on va pouvoir après la reproduire sur des milliers et des millions de textes. Donc voilà, on le fait. Ça va relativement vite. On estime à 15 à 30 minutes par modèle. Donc là, on va entraîner un modèle. Donc voilà, ça, c'est des paramètres d'époque, etc. Bon, c'est des choses que le polytechnicien a expérimenté. On va entraîner tout ça donc avec des grosses cartes graphiques, avec un modèle de base qui avait été entraîné sur du médical français, qu'on avait entraîné nous initialement. Et donc, après quelques minutes d'entraînement, on va avoir un résultat. Donc, le résultat, c'est une table de confusion où on voit les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, etc. Là, on a fait l'âge, le sexe, le côté, la déformation, etc., la taille des implants. Et on va pouvoir, après quelques minutes de travail et heures de calcul, on va pouvoir extraire un tableau complet avec des données. Quand la donnée est manquante, le modèle va retrouver aucune donnée et va mettre non applicable. L'avantage, c'est qu'on a une table complètement structurée qui va nous permettre de faire des... Voilà. Et la dernière colonne, par exemple, c'est la donnée CAN. Est-ce qu'il y avait une CAN ou pas?
Donc, cette colonne, elle est intéressante de savoir si les patients, ils ont une canne ou ils n'ont pas de canne. Finalement, avoir plus de granularité dans les données. Donc, la méthode de ce projet, c'était 500 documents à noter, des CRO, des comptes rendus de consultation. On a utilisé 2 tiers pour l'entraînement, 1 tiers pour le test. Donc, ça nous mène à 165 documents. On a calculé les performances comme Quentin, l'accuracy, le recall, la spécificité, la précision, la valeur prédictive. Donc, on a toutes sortes de tableaux, des tableaux qui sont plus ou moins performants. La taille du polyéthylène pour la prothèse de genou, l'âge, c'était très performant, des modèles très performants. L'extension, on manquait de données dans les comptes rendus. Donc, c'est des modèles qui sont moins performants. On peut augmenter la performance en améliorant le corpus d'entraînement. Donc, voilà les résultats. On a des résultats avec des précisions et des accuracies qui sont proches de 100% pour certaines variables. Pour l'extension, c'est un peu moins important, mais ça nous permet déjà d'avoir une métrique sur l'extraction, chose qu'on n'a pas avec les internes ou les externes qui peuvent manquer des données. Et si on veut rajouter une donnée, on ne doit pas relire tous les textes, on a uniquement à faire un nouveau modèle. Mais il y a autre chose. Il y a la recherche clinique et il y a une autre question auquel on s'est confronté, c'est la littérature scientifique. Nous tous, médecins, chercheurs, chirurgiens, nous lisons, mais la croissance est exponentielle. Donc, c'est un défi pour nous d'être à jour en fonction de nos connaissances, de mettre à jour ces connaissances. Et on voit que les études augmentent et les revues systématiques augmentent et les méta-analyses augmentent. Ces revues systématiques et ces méta-analyses nous permettent de synthétiser les connaissances. Mais c'est un travail qui est très laborieux, c'est un travail qui est très chronophage. Donc, pour améliorer ça, on a voulu appliquer ces modèles qu'on a créés à l'extraction de données dans des articles. Donc, pour ça, on a créé un autre système qui s'appelle le DAM, le Deep Article Mining. Donc, on a utilisé des modèles spécifiques et des gros modèles de langage. Il y a une étude qui a été publiée il y a 3 ans qui montrait avec des modèles spécifiques et avec un entraînement très, très complexe qu'on pouvait avoir des bonnes performances sur des variables PICO, patients, intervention, etc. Nous, avec l'avènement des gros modèles de langage, donc ça, c'est les modèles personnalisés qu'on a créés. Camembert, qui est un modèle de l'INRIA qui est français. Osberg, qui est un modèle qu'on a créé sur la base de données biomédicales françaises. L'avènement des gros modèles de langage comme ChatGPT nous permet d'utiliser des modèles open source, donc en utilisant local, avec des serveurs personnalisés, pour permettre de comprendre et de poser des questions un petit peu. Donc, on résume un petit peu rapidement, mais on fait une recherche PubMed, c'est pas comme ça qu'on fait, mais au niveau de la méthodologie, mais là, on extrait des résumés, finalement, des résumés d'articles avec le titre, d'accord, le titre, le résumé. On va mettre tous ces résumés dans une nouvelle base de données et on va faire la même chose. Cette fois, on va vouloir, c'est des prothèses de genoux, on va vouloir connaître l'alignement des prothèses de genoux. Donc, on va prendre que les études, donc on va les inclure ou exclure. Donc, le modèle, il va savoir classer les textes en fonction de s'ils sont à inclure, à exclure ou s'il y a un doute. Et là, on va lui poser la question, lis les textes et prends uniquement les études randomisées qui concernent l'alignement mécanique ou l'alignement du genou. Et là, progressivement, on voit que ça annote, donc ça relit le texte, et là, ces textes sont randomisés, donc il les accepte, celui-là a été exclu parce qu'il ne correspondait pas aux critères d'inclusion. Et finalement, on va, de manière très, très rapide, avoir une extraction et une inclusion et un pré-screening des articles. Là, on n'a pas de démonstration, mais vidéo. On a fait des tests sur notre modèle de langage et on a mis les matériels et méthodes et les résultats d'un article. On lui a demandé de faire cette table. Donc, ce tableau qui est en fait l'âge, c'est pour une méta-analyse, donc qui est l'âge des patients, le follow-up et des scores fonctionnels. Finalement, dans cette phrase, all of the 41 patients were available for review at a mean of 33 months, il n'y a pas le mot follow-up. Et pourtant, le modèle a compris que c'était un suivi. Donc, il l'a mis dans la case follow-up et il l'a mis dans la case moyenne et il a mis la valeur minimum et la valeur maximale. Il a fait également ça pour les scores fonctionnels où il a mis, comme il y avait 2 groupes, il a scindé les 2 groupes. Et donc, il a compris qu'il fallait avoir deux groupes différents. Finalement, ce qui est en cours, c'est la validation par rapport à l'extraction manuelle.
Donc là, on a plusieurs méta-analyses en cours qui sont réalisées par notre modèle d'intelligence artificielle et par des internes. Et ça fait l'objet d'une thèse de science. Donc, ça permet de valider tous les processus de la création de revues thématiques et de méta-analyse. On a le sentiment que les modèles de langage sont en expansion et que la nécessité d'avoir un modèle propriétaire français souverain auquel on peut accéder et auquel nos patients peuvent faire confiance sur la souveraineté des données, c'est un défi qui est majeur pour nous. Merci à mes maîtres de m'avoir fait confiance pour ce projet. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, c'est très intéressant. On imagine toutes les possibilités qui peuvent en découler. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bravo pour cette étude. Bon, effectivement, comme tu le dis, l'expansion, enfin l'utilisation très large et rapide de tout ce qui est la méthodologie d'extraction sémantique se développe de manière importante. Est-ce que il y a deux choses. Nous, on connaît Juicy. Je ne sais pas si tu le connais, mais enfin, je veux dire qu'il part sur. Voilà, je pense que c'est très complémentaire avec ce que vous faites pour aller à la fois de la recherche jusqu'à la documentation. Mais moi, j'ai une simple question, c'est est-ce que je vois pas dans ce que tu nous as présenté, effectivement, il y a beaucoup de choses, mais les biais. Je veux dire, dans tous ces réseaux sémantiques. Il y a une étude fondamentale, je veux dire, de travail sur l'extraction des biais. Je veux dire, parce que tu vois que comme des études randomisées, on fait des sélections de patients, etc., ta machine, ton modèle va extraire, va exclure un certain nombre de documents, etc., etc. C'est pas le seul biais. Hein. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus. Ils sont importants, mais est-ce que vous les avez écrits? Est-ce que vous les avez discutés? Est-ce que vous les publiez? Merci. Donc, le Juicy, c'est de la veille scientifique. C'est ça? Juicy, c'est une veille scientifique, mais qui est partie dans sa version 2 et là, sa version 3 qui va sortir, correspond, etc. C'est-à-dire à la recherche sur les méta-analyses et à sortir les résultats, je veux dire, enfin bon, d'essayer d'apporter, en tout cas aux étudiants, ou etc., des informations plus générales. Hein. Alors, il y a les biais inhérents au modèle et il y a les biais inhérents aux études. Donc, les biais inhérents au modèle, c'est justement la validation qui permet de nous les faire connaître. Et pour l'instant, on a des bons résultats, mais on est très, très préliminaire dans l'utilisation de ces technologies. Et après, sur les biais, parce que les biais méthodologiques, quand on fait des méta-analyses, on a une grosse partie biais, et ben, les modèles de langage sont capables aussi de comprendre ces biais. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a un enjeu dans la validation et dans les biais des modèles. Alors, c'était pas du tout une critique. Ah non? Mais c'est pour dire qu'on est actuellement dans une grosse réflexion sur l'Artificial Intelligence Act, etc. Je veux dire, tout ce qui va rentrer en médecine, voilà, je veux dire, ce qui va rentrer dans l'aide à la décision ou dans tout ce que c'est fondamental, hein, parce qu'on confie, je veux dire, notre savoir et nos décisions à des calculs. Hein, donc, c'est quand même très, très important. Et je pense que de centrer une grosse partie de son travail sur la publication des biais, de la réflexion sur la méthodologie, quelque chose qui, en plus, permettrait, au moment où vous allez faire valider ces softwares, les faire valider, ce sont des éléments très forts pour les positionner correctement. Oui, votre travail est très intéressant parce qu'en plus, il touche toutes les spécialités. Alors moi, je voulais poser sur l'autre versant, pas tellement la bibliographie, mais bon, donc on a connu le bon Pasteur et maintenant on se dit le bon data. En fait, il faut le bon data. Et donc, pour faire des bons travaux, que ça soit bien utilisé. Et donc, est-ce qu'on va changer notre façon de rédiger les comptes rendus opératoires? Probablement, ça va impacter l'activité du chirurgien. On va arrêter les comptes rendus opératoires à la Victor Hugo et on va avoir un peu plus de contraintes peut-être, pour être plus intéressant. C'est très intéressant. Moi, depuis que je suis interne, je suis obsédé par ce que j'écris et par la donnée. Je me dis, tous les comptes rendus que j'ai écrits, personne ne va jamais les lire. Et pourtant, même interne, j'écrivais des choses qui pouvaient être intéressantes pour la recherche future. Et
Donc, j'ai voulu, il y a 3 ans, créer une solution où on permettait aux chirurgiens de cocher des cases au lieu de rédiger. Et en fait, très rapidement, je me suis confronté au fait que les cases étaient infinies et chacun avait sa méthode sa façon de faire. Donc, moi, je pense que la coercition chirurgicale de compte rendu, c'est illusoire et il faut surtout pas le faire. Parce que chacun, et surtout la mort, ça existe dans une opération, la perte de sang, ça existe. Comment on peut faire tout ça? Et tout ça, on va le faire avec des champs libres. Donc, finalement, on met la coercition, mais il y aura toujours du texte libre. Donc, il ne faut surtout pas changer l'attitude des médecins et il faut la maintenir comme elle est. Et par contre, il faut ajouter des couches d'aide. Et donc, ça va simplifier les choses. On va s'affranchir d'une horreur qui s'appelle la double saisie. C'est-à-dire, on vous demande de saisir. Maintenant, c'est obligatoire. Les registres de chirurgie de pratique sont obligatoires. Donc, le chirurgien va faire son compte-rendu et va devoir le ressaisir dans une base nationale pour avoir le droit d'opérer. Et ça, c'est des contraintes qui sont compliquées à accepter. Et pour s'affranchir de cette contrainte, eh ben, on met un feuillet complètement transparent et en disant juste à côté du compte-rendu, mettez bien, n'oubliez pas la taille de l'implant, n'oubliez pas la voie d'abord, n'oubliez pas ça, ça et ça. Et le chirurgien est assez intelligent pour regarder et pour dire, édicter et dire comme ça. Donc moi, je crois pas du tout qu'il faut pas y changer les choses. Donc on aura une checklist pour le compte-rendu. Ben, on aura une checklist et après, il faut rajouter des informations. Les informations sont importantes parce qu'on va avoir besoin d'avoir un résultat, d'évaluer nos résultats. Pour l'instant, on n'évalue pas assez nos résultats. Oui. Félicitations pour ce travail. Mais concernant la qualité de la donnée, notamment sur la partie analyse des comptes rendus et des courriers de sortie, au final, si on regarde nos bases PMSI, elles se basent sur les mêmes documents. Donc, on ne peut même pas dire qu'on peut contrôler en faisant une double lecture par la base PMSI, vu que nos techniciens de codage, ils se tapent la lecture des CRO et de ces éléments-là. Mais est-ce qu'il y a des garde-fous un peu pour essayer de voir un peu sur la qualité de la donnée, puisque c'est ce qu'on rentre, on le fait en prospectif, hein, pour tout ce qui est base de données chirurgicales, mais après pour tout ce qui est rétrospectif, est-ce que dans ces algorithmes-là, il y a des éléments pour mettre en évidence? Notre stratégie, notre but, c'est de faire en fait différentes approches mathématiques qui vont permettre de valider les modèles entre eux à terme. Pour la qualité de la donnée, moi, je crois que même, comme je disais, un compte-rendu de consultation d'interne a une certaine qualité. Parce que moi, je crois aussi aux données de vie réelle, c'est-à-dire aux données massives de millions de patients, de millions de comptes rendus, avec énormément de données manquantes, mais qui, au final, va nous donner des résultats beaucoup plus probants que des études avec 100 patients qu'on peut faire de manière très, très méthodologique. Je voudrais juste faire remarquer quand même que les bases médico-économiques ne comportent pas de données cliniques. Oui. Et donc, c'est toute la richesse. Enfin, je veux dire, c'est nous, médecins, qui apportons toute cette richesse et qui apportons toutes ces données qui sont absolument indispensables. Et c'est vrai que, enfin bon, en chirurgie thoracique, vous avez beaucoup d'avance sur les registres, mais la question aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on ne remplit pas des données qui sont déjà dans le PMSI et que l'important, c'est pas d'apporter des données qui n'y sont pas, quoi. Ah ben, quand je fais mes fiches Epitor, je sais très bien que c'est un double boulot. Alors, pour revenir à l'histoire du compte-rendu opératoire, il y a quelques mois, on a eu sur un congrès sur le mésothéliome, où c'est une chirurgie particulière, ou une chirurgie où ils sont incités à ce que les malades soient opérés dans le cas de décès, et ils ont beaucoup discuté sur une décision chirurgicale sur les comptes rendus opératoires synoptiques. Et aux États-Unis, parce qu'il y avait quand même pas mal, bon, pour cette chirurgie-là, oui, ils font des chorosynoptiques, mais pour les autres interventions aussi. Et en regardant un petit peu, j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait, c'est des choses qui peuvent être appliquées, mais ça nécessite de repenser notre façon de rédiger. Mais c'est vrai que ça oblige à avoir certains items. Mais comme vous l'avez dit, hein, on a aussi la partie commentaire libre et c'est obligatoire. Mais c'est sûr que là, votre logiciel, ça permet aussi d'extraire une quantité de données accessibles dans tous les services pour faire des nouveaux travaux. Et
on ne peut pas toujours faire du prospectif randomisé dans nos spécialités, mais on a une source de données extrêmement importante et qui peuvent être exploitées là moins difficilement. Peut-être pas plus facilement, mais moins difficilement. En tout cas, bravo. Et quand vous dites les données du PMSI, finalement, on a des données, il est mort, il est vivant, il a récidivé, il s'est compliqué, il s'est infecté, on l'a réhospitalisé, mais sa qualité de vie, sa douleur, elles ne sont pas rentrées dans le PMSI. Et c'est vraiment ça qui nous anime. Bien, bien, merci beaucoup. Merci Merci à vous.